La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. D'après les derniers chiffres publiés par la CPAM, en 2020, plus de 308 000 personnes ont été prises en charge pour une polyarthrite rhumatoïde et des maladies apparentées. C'est une maladie inflammatoire chronique et douloureuse. Elle touche 2 fois plus de femmes que d'hommes. Quelles approches alternatives peuvent compléter les traitements allopathiques ? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission de La Panacée. Malika Cécile, pour commencer, pourrais-tu nous rappeler ce qu'est une polyarthrite rhumatoïde ? Alors, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire sévère, auto-immune, qui touche les articulations. Celles-ci se détruisent progressivement, entraînant un handicap. Quand on dit auto-immune, cela signifie que le corps ne se reconnaît plus lui-même et s'attaque à ses propres cellules. Il existe des gènes de prédisposition à la polyarthrite rhumatoïde, mais ça ne fait pas tout. D'autres facteurs semblent favoriser la manifestation de ce trouble. Par exemple, la fumée du tabac joue un rôle très important. La polyarthrite rhumatoïde est plus fréquente et beaucoup plus grave et répond moins bien au traitement chez les personnes qui fument. Le sexe aussi, puisque la maladie est 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. On peut aussi considérer l'âge, puisque le pic d'apparition de cette maladie se situe aux alentours de 45 ans. Le rôle d'agent infectieux a été étudié, mais à ce jour, aucune découverte généralisable n'a été retenue pour l'instant. Les agents suspectés sont les virus d'Epstein-Barr ou des bactéries comme Gingivalis. Et que se passe-t-il quand une articulation est touchée ? Alors, lorsqu'une articulation normale comporte du cartilage et une membrane synoviale, donc qui va tapisser tous les tissus fibreux, tendons, ligaments, capsules, ça va servir à unir les extrémités osseuses. Quand on se trouve dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, il va y avoir une synovite agressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une inflammation de la membrane synoviale. On va d'abord observer la présence de petites cellules inflammatoires, la multiplication des vaisseaux autour et un épaississement très important du tissu. La membrane synoviale, qui comporte alors plusieurs couches au lieu d'une seule, et de très très nombreuses cellules inflammatoires. Et c'est à ce moment-là que les cellules vont commencer à détruire les structures alentours. Ça va commencer à détruire le cartilage, l'os, puis les tendons et les ligaments. Pourrais-tu nous dire comment évolue cette maladie ? Alors, pour comprendre l'évolution de cette pathologie, je vous propose un article de l'INSERM qui date de 2017 et qui énonce ceci. Dans les premiers stades de cette maladie, on constate le plus souvent un enraidissement douloureux de plusieurs articulations, généralement les poignets, les mains et les doigts. Les articulations se mettent à gonfler. Comme il s'agit d'une maladie inflammatoire, les symptômes sont présents plus volontiers en fin de nuit et le matin. L'enraidissement va céder après plusieurs dizaines de minutes, période qu'on appelle un peu le dérouillage matinal. Souvent, une fatigue, une lassitude ou une perte d'appétit va accompagner ces épisodes douloureux. À ce premier stade de la maladie, les traitements allopathiques montrent une bonne efficacité. Par la suite, la polyarthrite rhumatoïde évolue sous la forme de poussées, entrecoupées de périodes de rémission plus ou moins complètes. Toutes les articulations peuvent être touchées, les coudes, les épaules, la région du cou, les pieds et les orteils, sans oublier les genoux, les hanches et le cou. Rapidement, la destruction de l'articulation va se voir sur les radios. On va avoir des pincements au niveau des cartilages, la destruction d'os autour ou la luxation même des articulations.
Après plusieurs années, l'évolution d'une polyarthrite rhumatoïde conduit à des déformations articulaires et des destructions tendineuses. Ces déformations, elles sont très reconnaissables. Je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà vu. À ce moment-là, la chirurgie orthopédique est peut-être nécessaire pour réparer. Et souvent, il arrive qu'on remplace une articulation par une prothèse. Les traitements habituels consistent en la prise de paracétamol, de corticoïdes et d'immunosuppresseurs, c'est-à-dire de médicaments qui vont éviter que le corps se retourne contre lui-même. C'est ce qui va agir contre l'aspect auto-immunitaire de la maladie. Alors, quel peut être l'aspect psychologique de la polyarthrite rhumatoïde ? Alors, le décodage biologique des maladies permet de donner un sens à l'origine de certaines pathologies. Donc, on peut y être plus ou moins sensible, un peu à chacun ses convictions dans ce domaine-là. Et donc, comme dans toutes les manifestations avec inflammation, on va retrouver souvent de la colère. Dans le cas de la polyarthrite, celle-ci peut être retournée contre soi, puisqu'on parle d'une maladie auto-immune. Donc, de la colère retournée contre soi. Les personnes qui sont atteintes souffrent souvent d'une profonde culpabilité entretenue et qui a ses origines dans l'enfance. De façon inconsciente, elle se replacerait dans des situations où elle se sentit coupable. Elle réactiverait ainsi là où les blessures anciennes. La personne peut également ne pas se sentir à la hauteur dans bien des situations, se sentir de moindre valeur. Elle va osciller entre le fait d'en faire des tonnes, comme pour dire « regardez comme je suis capable », et celui de se placer en victime, ce sont les autres qui sont responsables de ce que je vis. Même si les manifestations de la maladie sont récentes, l'origine reste profonde, émotionnelle et ancienne. Alors, je vous propose d'écouter un petit morceau de musique, la version Manu Piaz de Bella Ciao, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent pour la suite de cette émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Yola, nous abordons le sujet de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, Malika Cécile, comment les alternatives santé peuvent-elles soutenir les personnes atteintes de la polyarthrite rhumatoïde ? Alors,
ça peut passer par un changement de mode de vie. Pourquoi ? Parce qu'un mode de vie plus équilibré permet de limiter le risque de poussée évolutive. Plus concrètement, des ajustements simples pourront soulager les symptômes. Par exemple, perdre les kilos superflus, ce qui est toujours salutaire, arrêter le tabac, faire des séances de massage à l'huile, de kinésithérapie douce, avec rééducation de la mobilité et de la force musculaire. On peut aussi penser aux rayons infrarouges. D'ailleurs, il existe des couvertures à rayons infrarouges qui permettent de faire des soins réguliers et à domicile et qui soulagent souvent énormément les personnes qui ont ce type de maladie. Alors bon, neuf, ça coûte environ 300 €, donc c'est un gros budget, mais de seconde main, il y a vraiment de bonnes affaires. On peut aussi se tourner vers la balnéothérapie qui pourra, selon le cas, même être prise en charge par la sécurité sociale pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce genre de cure. Ensuite, chez soi, on peut utiliser le chaud ou le froid selon le besoin. Par exemple, sur des articulations inflammées, on va utiliser des poches froides pour calmer le feu de l'inflammation. Par contre, sur des muscles contracturés et raides, on utilisera plutôt des poches chaudes pour relâcher la tension. Donc il faut savoir un petit peu alterner entre le chaud et le froid en fonction du besoin. Il faudra aussi éviter les activités physiques trop importantes ou prolongées. Se laisser des temps de récupération suffisants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout avoir d'activité physique, mais il faut l'avoir adaptée à sa capacité du moment. Et concernant l'alimentation, quels ajustements peuvent aider ? Alors effectivement, je pense que la clé d'un soulagement durable se situe au niveau de l'alimentation. Pour trouver la motivation de mettre en place une réforme alimentaire, il me semble nécessaire de déjà la comprendre. Alors, les régimes qu'on dit hypotoxiques permettent de réduire les aliments qui vont favoriser l'inflammation. Ça va permettre aussi de faciliter la digestion et d'apporter des aliments protecteurs. Donc, parmi ces régimes hypotoxiques, il y a celui du docteur Seignalé, que vous connaissez peut-être. Et ce docteur Seignalé a publié un ouvrage qui s'appelle « L'alimentation ou la troisième médecine ». Et personnellement, j'ai trouvé ce livre très intéressant et motivant. Il rapporte notamment des cas cliniques du docteur Seignalé et des taux de rémission qui sont quand même impressionnants et uniquement basés sur des réformes alimentaires. Son livre traite notamment de la polyarthrite rhumatoïde et de diverses maladies auto-immunes. Et je précise aussi que l'on parle de rémission et non pas de guérison. C'est-à-dire que le docteur Seignalé, dans ses cas cliniques, dans ses cas d'études, s'est aperçu que les personnes n'avaient plus de poussée évolutive de la maladie, mais ça ne voulait pas dire qu'ils étaient complètement guéris. Simplement, elle était en sommeil. Donc ce régime Seignalé, je vais vous en donner les principes fondamentaux, avec bien sûr des allègements qui sont possibles selon les personnes et les tolérances de chacun. La première chose de ce régime alimentaire, c'est l'exclusion des céréales modernes qui contiennent du gluten. Donc ça va concerner le pain blanc, baguettes et traditions par exemple, les croissants, les pizzas, les gâteaux, les biscuits, biscottes, galettes de blé, farine de blé, les pâtes, la semoule, tout ça. Le seigle et l'avoine font partie de cette famille, mais qui sont en théorie proscrits, mais certaines personnes ont l'air de bien les tolérer après une phase d'éviction. Donc là, c'est un peu à chacun de voir et de faire ses propres ajustements. Le maïs est également proscrit du régime Seignalé, donc tout ce qui est cornflakes, popcorn, grains de maïs doux, farine de maïs, tout ça, ça a retiré. Alors qu'est-ce qu'on va manger ? Vous allez me dire, mais il reste quand même pas mal de choses, puisque le riz, qui est resté semblable à sa forme sauvage préhistorique, est tout à fait autorisé dans le régime Seignalé. Également le sarrasin, qu'on appelle le blé noir, le sésame aussi, le quinoa, le millet sont bien tolérés. Deuxième éviction, le lait de vache et tous les dérivés sont exclus du régime Seignalé, c'est-à-dire beurre, fromage, crème glacée, yaourt. Mais cela est aussi vrai pour tous les laits animaux, quelle que soit leur origine, chèvre, brebis, jument, voilà. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que le commerce propose beaucoup d'alternatives délicieuses à base de lait de coco, par exemple,
donc qui permettent très facilement d'avoir un remplacement plutôt que d'avoir un dessert ou un produit dérivé du lait. Troisième point du régime signalé, ce sont les viandes cuites qui sont exclues. Donc lui, il autorise les tartares, le jaune d'œuf coulant. Pour ceux qui n'aiment pas ça, on peut le rajouter, en fin de cuisson douce. Dans une viande non biologique, on préférera le maigre plutôt que le gras parce que c'est souvent là où tous les déchets et tous les toxiques s'accumulent. Et pour certains, cela sera peut-être un soulagement. Les charcuteries sont autorisées puisqu'elles sont crues. Donc jambon cru, saucisson, tout ça, c'est autorisé dans le régime signalé. Également, ils préfèrent un poisson cru qu'un poisson cuit. Sinon, il peut être mariné dans du jus de citron et des aromates. Une petite précaution cependant, afin d'éviter tout risque d'anisakidose, c'est-à-dire la maladie du ver du hareng. On évite de consommer un poisson immédiatement acheté à la criée. On préfère le laisser 24 heures au congélateur pour tuer tous les œufs éventuels de ces petits vers qui pourraient être contenus dans la chair. Et tout poisson acheté sur le marché, la loi oblige ce passage à moins 20 degrés pendant 24 heures, donc pas de risque de ce côté-là. Les crustacés, les mollusques et les coquillages sont autorisés dans le régime signalé. Beaucoup de légumes sont conseillés au quotidien, cuisson douce ou crue, donc asperges, artichauts, aubergines, betteraves, champignons, faites-vous plaisir. Également, vous pourrez consommer des légumes secs que vous aurez fait pré-tremper la veille, bien sûr. Et n'oubliez pas les fruits frais, les fruits secs, de saison, locaux, faites-vous plaisir. Les huiles devraient être consommées quotidiennement à hauteur de 2 ou 3 cuillères à soupe crue, je dis bien crue. Et bien entendu, nous parlons d'huile vierge obtenue par première pression à froid qui privilégie un rapport oméga 6, oméga 3 inférieur à 5. Donc là, c'est important de bien varier vos huiles. Vous pouvez passer de la colza à l'huile d'olive ou faire un petit mélange des deux. Vous pouvez alterner avec de l'huile de caméline, de l'huile de lin, etc. Varier les plaisirs. Par contre, lorsque vous ouvrez une bouteille d'huile, c'est bien de la consommer en fait, et de vous concentrer sur cette huile pour éviter qu'elle traîne trop longtemps et qu'elle s'oxyde, puisque dans ce cas-là, elle sera un petit peu moins bonne pour votre santé. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le régime signalé. Vous pouvez vous référer à son livre et vous retrouverez beaucoup d'informations et il est très intéressant. Si je peux partager mon expérience, moi j'ai adopté ce régime pendant 2 ans, en plus d'un travail en naturopathie, et ça m'a vraiment permis de remonter la pente au niveau de ma santé. Aujourd'hui, j'ai quand même conservé pas mal d'habitudes de ce régime alimentaire, mais je ne suis plus du tout stricte. Et en ayant monté ces quelques marches, mon corps il tolère très bien les écarts de table et je me dis que mes efforts ont payé. Voilà. Il faut savoir qu'en naturopathie, comme en Ayurveda, un jeûne court de 1 à 3 jours peut permettre de soulager en quelques jours la douleur de polyarthrite rhumatoïde. Ça a été souligné dans plusieurs études. Et si cette approche vous intéresse, vous pouvez demander l'avis de votre médecin et je vous conseille de vous faire accompagner la première fois que vous ferez cette démarche. Malika Cécile, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils de compléments utiles ? Alors, c'est toujours bien de faire au cas par cas, donc je vais rester plutôt générale, mais après, à vous de voir ce que vous voudrez faire en vous faisant accompagner. Donc, en homéopathie, on pourra toujours penser à Apis mellifica 7CH, puisqu'elle a une action sur les œdèmes articulaires et les épanchements séreux. On peut penser également à Causticum 5CH, qui pourra être indiqué dans les déformations tendineuses. Colophyllum 5CH pour les douleurs des petites articulations intermittentes. Et souvent, on conseille de prendre 3 granules de chaque en alternance 3 fois par jour jusqu'à amélioration. On peut aussi ajouter Natrum muriaticum pour les déformations tendineuses. Et c'est le principal médicament de fond de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies auto-immunes. Et généralement, on prend une dose chaque semaine en 9 CH. Concernant la phytothérapie et la micronutrition, on pourra penser au silicium organique de prêle ou d'ortie, à un apport en oméga 3 suffisant puisque ça a une action anti-inflammatoire,
À être vigilant à ne pas être carencé en vitamine D, surtout en hiver, puisque ça aura aussi un effet important. Enfin, je peux citer la Boswellia serrata, qui est une plante issue de la médecine ayurvédique, qui restaure non seulement la muqueuse intestinale, mais aussi la muqueuse respiratoire. Elle est particulièrement efficace sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies de Crohn et rectocolite hémorragique tout particulièrement. Généralement, on a besoin d'au moins 4 gélules dosées à 300 mg chaque jour sur un traitement de 2 mois pour qu'on commence à avoir une amélioration. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait sur du moyen court. Et il me semble important de mettre en place un accompagnement psychologique et émotionnel, développer des techniques de gestion du stress par exemple, pour amener un confort de vie durable. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et avec Yolia. Je vous remercie, on était sur Radio Escapade, c'était Malika Cécile, naturopathe et chroniqueuse. Je vous dis à bientôt. La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. À moins qu'on ait des troubles thyroïdiens, non.